Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Télé Liban. Merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est entretenu avec les plus hauts responsables libanais, mais aussi avec le chef du Hezbollah, Naim Qassem. Une rencontre tenue dans le plus grand secret. N'a pas précisé ni le lieu ni la date exacte de ce face-à-face avec son secrétaire général, successeur de Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne en septembre dernier. Dans un communiqué, il est affirmé que l'Iran souhaite renforcer la coopération bilatérale dans un esprit de respect mutuel. Un message clair de soutien de la part de Téhéran, alors que le Hezbollah fait face à une pression croissante pour remettre ses armes. Pour l'Iran, il s'agit d'un repositionnement. Abbas Araghchi a déclaré vouloir ouvrir une nouvelle page dans les relations avec Beyrouth, centrée sur la non-ingérence et la souveraineté libanaise. Sur ce, il a affirmé: nous soutenons l'intégrité territoriale du Liban et sa reconstruction. C'est le temps de la stabilité. Mais a insisté, les armes doivent être détenues uniquement par l'État. Une déclaration lourde de sens dans un contexte où le débat sur le désarmement du Hezbollah est relancé après 2 mois de guerre ouverte avec Israël et un pays à la recherche d'un fragile équilibre. Justement, ce désarmement du Hezbollah a figuré au programme de l'entretien du Premier ministre Nawaf Salam avec une délégation du bloc de la fidélité à la résistance, elle, parlementaire du Hezbollah. Une rencontre apparemment marquée par un ton serein et une volonté de coopération dans un contexte politique tendu. À l'issue de la réunion, le député Mohamed Raad, chef du bloc, a affirmé que la délégation était venue le sourire aux lèvres et en était ressortie de même, soulignant l'attachement du Hezbollah à la concertation et au dialogue avec tous les acteurs politiques. Le dossier de la reconstruction a occupé une place centrale dans les échanges. Le Hezbollah aurait présenté des idées concrètes et détaillées que le chef du gouvernement n'attendait pas, selon Mohamed Raad. Raad a également abordé la question sensible des armes de la résistance, soulignant qu'elle doit être traitée de façon objective afin de préserver les intérêts du Liban face aux menaces israéliennes. L'objectif commun doit être la fin de l'occupation israélienne, la libération des prisonniers et l'arrêt des violations quotidiennes, a-t-il déclaré. Nouvelle flambée de tension dans le sud de la Syrie. Israël a lancé une série de frappes dans la nuit de mardi à mercredi en riposte à des tirs de roquettes venus du territoire syrien selon l'armée israélienne. Les projectiles ont atterri dans des zones non habitées du plateau du Golan, sans faire de victimes. Mais Israël accuse directement le régime de Damas, dirigé par le président Ahmed el-Shara, d'en être responsable. Israël Katz, le ministre israélien de la défense israélienne, l'a bien dit. Le président syrien est responsable de toute attaque ou menace dirigée contre Israël. En réponse, l'artillerie israélienne a frappé la région de Daraa avant qu'une série de frappes aériennes ne touche des dépôts d'armes présumés du régime syrien dans le sud du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, de violentes explosions ont secoué plusieurs villes syriennes, notamment Konaitra, mais aucune victime n'est à déplorer. Un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères affirme que la Syrie n'a jamais été et ne sera une menace pour personne. Cette escalade viole notre souveraineté. Damas nie être à l'origine des tirs et accuse des parties extérieures de vouloir semer la discorde dans une région déjà fragile. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier, Israël a multiplié les frappes préventives en Syrie, redoutant que les nouvelles autorités islamistes du pays se dotent d'armements lourds, alors que les États-Unis appellent à la normalisation entre Israël et les nouvelles autorités syriennes. La tension monte autour du programme nucléaire iranien. Le guide suprême, Ali Khamenei, a rejeté fermement la dernière proposition américaine, qualifiant l'initiative de contraire aux intérêts de la République islamique. Dans un discours prononcé à l'occasion du 36e anniversaire de la mort de l'ayatollah Khomeini, Khamenei a dénoncé ce qu'il appelle une atteinte à l'indépendance nationale. Il a souligné que l'indépendance signifie ne pas attendre l'approbation de l'Amérique. Leur proposition va à l'encontre du slogan « Nous pouvons ». Les négociations, menées sous médiation omanaise, piétinent.
L'enrichissement d'uranium reste le point de blocage majeur. Téhéran le juge indispensable. Washington y voit une menace. L'Iran enrichit aujourd'hui l'uranium à 60%, bien au-delà des 3,67% autorisés par l'accord de 2015, duquel les États-Unis se sont retirés sous Donald Trump. Khamenei a estimé: si nous avons 100 centrales nucléaires sans pouvoir produire notre propre combustible, nous deviendrons dépendants de ceux qui nous imposeront leurs conditions. Les pays européens, eux, haussent le ton. Paris, Berlin et Londres menacent de réactiver les sanctions de l'ONU si Téhéran ne revient pas à ses engagements. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit tenir une réunion décisive à Vienne du 9 au 13 juin. Un rapport, jugé politique par l'Iran, souligne l'accélération de la production d'uranium. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré: « Interdire l'enrichissement est une ligne rouge. Nous refusons toute proposition ambiguë. » Alors que les tensions montent, l'avenir diplomatique du nucléaire iranien reste incertain. Une équation géopolitique complexe où chaque mot, chaque enrichissement pourrait raviver la poudrière du Moyen-Orient. À la Mecque, plus d'1 million de pèlerins venus du monde entier ont entamé les rituels sacrés du Hajj sous une chaleur accablante, dépassant les 40 degrés. En ferveur, les pèlerins ont commencé par tourner autour de la Kaaba, le cœur spirituel de l'islam, marquant l'entrée dans une série de rites codifiés étalés sur plusieurs jours. Environ 1,4 million de fidèles sont arrivés en Arabie Saoudite. Ils ont rejoint la vallée de Mina, immense ville de tentes climatisées à quelques kilomètres de la Mecque. Les autorités saoudiennes, sous haute vigilance, veulent éviter une répétition du drame de l'an dernier. Plus de 1300 fidèles avaient alors perdu la vie sous une chaleur écrasante. 250 000 fonctionnaires et secouristes ont été mobilisés. Plus de 400 points d'eau fraîche installés et des technologies de pointe, drones et intelligence artificielle surveillent désormais le flux. 83% des pèlerins décédés en 2024 ne disposaient pas d'autorisation officielle selon les autorités. Cette année, la sécurité a été renforcée, amende doublée et interdiction d'entrer dans le royaume jusqu'à 10 ans en cas d'infraction. Demain, tous convergeront vers le mont Arafat, l'étape la plus solennelle du pèlerinage, là où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Au Canada, la saison des feux de forêt s'annonce dramatique. Plus de 200 incendies sont actuellement actifs et près de la moitié sont hors du contrôle, principalement dans les provinces du centre et de l'ouest du pays. La fumée a même franchi l'Atlantique. Déjà 26 000 personnes évacuées, certaines réserves autochtones ont été entièrement ravagées. L'armée a été déployée pour aider dans les zones les plus reculées. Eleanor Olszewski, la ministre de la Gestion des urgences, estime que la saison des incendies a commencé plus tôt et qu'elle est plus forte et plus intense que la moyenne. Les autorités préviennent, la météo n'annonce aucun répit. Au-delà des flammes, la fumée étouffe le continent nord-américain. Environnement Canada appelle à éviter les sorties en plein air puisque l'air est saturé de particules toxiques. Les États-Unis sont touchés, du Michigan au Nebraska. Des alertes à la qualité de l'air ont été émises et la fumée a même franchi l'Atlantique, atteignant l'Europe selon l'observatoire Copernicus. Selon les experts, la sécheresse précoce est un facteur clé. Le manque de neige et la hausse des températures ont transformé le sol en combustible. Le Canada redoute un été au-dessus des normales saisonnières. Alors que le pays se bat pour maîtriser les flammes, le combat contre le dérèglement climatique s'annonce plus crucial que jamais. Et enfin, entre Saint-Tropez et Marseille, un joyau écologique unique en son genre résiste au temps. Bienvenue à Port-Cros, la plus ancienne aire marine protégée d'Europe. Créé en 1963, ce parc national préserve aujourd'hui près de 3000 hectares marins et abrite une biodiversité exceptionnelle. Ici, les activités humaines sont strictement encadrées. Pêche, plongée, navigation, tout est surveillé, limité, voire interdit selon les zones. Sophie Dorothée Duron, la directrice du parc, se réjouit du fait que les gens disent que c'est un miracle. On est en pleine Méditerranée et pourtant on peut croiser des dauphins, des mérous, des puffins. Le parc est un véritable laboratoire vivant. Grâce à la protection stricte, certaines espèces comme le mérou brun, autrefois menacées, y prospèrent de nouveau. Vincent Bardinal, le garde-moniteur, affirme: « Dans le cœur marin du parc,
on retrouve la côte méditerranéenne telle qu'elle pouvait être il y a 100 ans. On voit des poissons en abondance, même à quelques centimètres. Près de 2 millions de visiteurs affluent chaque année. L'enjeu est de faire cohabiter la préservation de la nature et l'activité humaine, un équilibre fragile mais possible. Le succès de Port-Cros inspire aujourd'hui la communauté scientifique. À quelques jours de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, beaucoup voient ici un modèle à suivre. Et sur cette note finale, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.